Bonsoir, chers amis de CDR, ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre avec le documentariste et réalisateur Emmanuel Gras, auteur notamment du documentaire, mais c'était peut-être dans sa vie d'avant, il va nous raconter, du documentaire Bovine, qui a eu un franc succès à l'époque de sa sortie. Donc on a le plaisir de l'accueillir pour la sortie, cette fois d'un documentaire qui concerne directement les mouvements sociaux, les Gilets jaunes en particulier. Donc une grande partie évidemment de notre entretien de ce soir va tourner autour du mouvement des Gilets jaunes, de ce qu'Emmanuel Gras en a observé, de ses interrogations propres qu'on retrouve dans le documentaire. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Bon, ravi de vous avoir parmi nous. Quel est votre parcours et d'où venez-vous en quelques mots? En effet, je fais du cinéma documentaire, c'est-à-dire vraiment, je fais du documentaire qui est destiné à la salle de cinéma, donc des longs métrages. Le premier film, c'est Bovine, qui portait sur l'élevage de vaches, mais vu du côté des animaux. C'est un film qui a troublé un petit peu un certain nombre de spectateurs dans le bon sens la plupart du temps, mais parce que du coup, je parlais de ce qu'était l'élevage, mais en me mettant en me plaçant comme si on était au milieu d'un troupeau de vaches et on voyait le destin en fait de ces animaux. Mais après, mon second film s'appelle 300 hommes et c'était sur un centre d'hébergement d'urgence à Marseille et où j'ai filmé pendant sur 2 ans en fait 2 hivers dans le centre où je voyais des gens c'était un film sur à la fois la détresse, et sur la prise en charge, souvent en partie maltraitante, des institutions de cette détresse humaine, puisque ça accueillait des sans-abri et c'était un centre qui accueillait, c'était sur l'accueil de masse, disons. Peut-être pas maltraitant, mais en tout cas sur les difficultés de l'accueil de masse. Mon troisième film était au Congo, il s'appelle Makala, où j'ai eu un certain nombre de prix. C'est surtout lui qui a beaucoup tourné en fait. Et là, après avoir fait ce film au Congo, j'ai vraiment eu envie. Je pense que comme beaucoup de gens, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était explosif en fait en France, sans savoir par où ça allait venir, ni ce qui allait se passer. Et quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, en fait, vraiment, moi j'habite à Paris, et donc c'était un mouvement qui est plutôt né en fait, un peu partout sauf à Paris, quoi, si on veut. Euh, et donc, j'ai pas suivi tellement, en fait, au moment du 17 novembre, vraiment le rassemblement sur les ronds-points, mais c'est quand, dès l'acte 2, donc, où je suis allé sur les champs et j'ai accompagné, je voulais voir ce qui se passait. Et c'est vraiment là où j'ai compris, OK, là, il se passe quelque chose en France que j'ai jamais vu. C'est important d'être là, c'est important de rencontrer les gens qui se révoltent, en fait, puisque c'était directement vraiment un grand sentiment de révolte. Et j'ai décidé de commencer à filmer sans savoir, en fait, comme personne, en fait, sans savoir jusqu'où ça irait et sans savoir que ça m'entraînerait sur un tournage de 6 mois et sur des rencontres qui ont changé beaucoup de choses quoi, pour moi. Alors, ne nous spoilez pas l'entretien parce que vous avez déjà abordé certaines thématiques, dont la sociologie des Gilets jaunes, parce que vous avez pressenti que peut-être un mouvement allait émerger. Vous étant sur Paris, vous vous êtes retrouvé très rapidement au cœur de l'action. On va en reparler dans le détail, c'est promis, Emmanuel. Entre-temps, j'aimerais voilà qu'on accueille également nos deux voix féminines de deux CDR qui vont nous accompagner pour cet entretien. Donc on a Louise Michel qui est quelque part par là, qui va arriver. Hein, Louise, oui, te voilà, tu es là. Salut Louise. Et également Gwen qui sera elle uniquement en audio et qui interviendra également pendant Bonsoir. l'entretien. Bon, bonsoir Gwen. Et du coup, bah alors voilà, alors après cette petite présentation, on peut commencer à rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Alors c'était peut-être pas la première question moi que j'avais en tête. Néanmoins, qu'est-ce que vous avez pu observer en fait de la sociologie des Gilets jaunes? Je veux dire, les gens que vous avez vus sur le terrain assez rapidement, quel profil ils avaient? D'ailleurs, est-ce qu'ils avaient un profil? Est-ce que c'était homogène ou hétérogène? Comment vous les avez perçus en fait?
Alors moi, j'ai pas perçu directement parce que en fait, je pense que pour tous les gens qui ont participé au mouvement savaient que, enfin, ont eu la même expérience et que, en tout cas, les premières rencontres, en fait, finalement, moi, je fais pas d'interview au départ, donc je demande pas en fait la vie des gens et je trouvais que entre gilets jaunes qui se réunissaient sur le rond-point, les gens ne racontaient pas nécessairement leur vie et leur travail, ni leurs opinions politiques évidemment. Mais donc en fait, au départ, je ne savais pas exactement. En fait, je pouvais pas dire, voilà, je sais d'où viennent ces gens, quel type de travail ils font. C'était très sur ce qu'ils étaient en train de faire, plutôt sur le sentiment qui était en train de les traverser. Et donc, j'ai mis du temps, moi, à pouvoir me dire un petit peu qui étaient tous les gilets jaunes que je côtoyais. Ce qui est sûr, c'est que la première fois que j'ai rencontré des gilets jaunes, c'était donc à Paris, au moment de l'acte 2, et que c'était très clair que ils n'étaient pas parisiens, dans le sens où ils montaient sur Paris. Enfin, ils le disaient, on monte sur Paris. Et donc, c'était l'aspect provincial était très fort et ensuite en allant donc parce que donc je ne sais pas si je spoil encore mais en tout cas le film suit plus précisément un groupe de gilets jaunes de Chartres. J'ai compris au fur et à mesure des discussions que la plupart venaient plutôt de la périphérie de Chartres, des communes voisines ou de Lucé, de Barjouville, qui sont des communes qui sont dans l'agglomération de Chartres, mais pas en centre-ville. Donc cet aspect, gens qui viennent des périphéries, donc plutôt des pavillons, des cités, voire de la campagne, ok, géographiquement, c'était ça, que c'était un mouvement périphérique. Euh, et ensuite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je rencontrais beaucoup de gens qui étaient dans les métiers soit d'aide-soignante, de secrétaire, qui avaient des garages, qui travaillaient, des ouvriers, euh, et beaucoup de gens qui étaient précarisés. Enfin, un peu. Non, en fait, ce qui pour moi, en fait, euh, rassembler la plupart des gens que je rencontrais, c'était qu'ils étaient précarisés dans leur travail. Quel que soit le travail qu'ils faisaient, ils étaient plutôt dans des contrats à durée déterminée, voire de l'intérim, et qu'il y en avait peu qui pouvaient se sentir stables dans leur vie. C'était ça le truc principal. Euh, Ça dresse quand même un portrait sociologique assez précis finalement, les critères là, dont tu parles. oui, et ce qu'il y a, c'est que en fait, il y en a un certain nombre où j'ai vraiment mis des mois en fait à savoir, parce que en fait, on parle plein de choses, mais pas nécessairement tout de suite de la vie des gens. Dans le film, finalement, il y a des interviews et on apprend à connaître certains, mais d'autres peuvent être quasiment en fait l'important au moment du film. C'était pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils voulaient, enfin ce qu'ils représentaient. Mais en tout cas, oui, au niveau sociologique, c'est sûr que c'était pas les cadres supérieurs. C'était pas, c'était, pour moi, c'était des gens qui travaillent. Il y avait aussi pas mal de chômeurs. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été syndiqués et qui étaient déçus du syndicalisme ou ouais, des gens qui avaient travaillé dans les grandes entreprises, qui avaient mené des combats syndicaux et qui finalement étaient assez déçus. Des gens évidemment déçus de la politique, mais disons, c'était des classes. En fait, ok, si je devais dire de manière plus générale, c'était les classes populaires. Pour moi, c'est une révolte des classes populaires avant tout. Tu n'as pas utilisé un gros mot en parlant des classes populaires. Je laisse la parole à Louise peut-être ou Gwen qui voudrait rebondir sur ce que tu as dit. Ouais. Ah ouais, tu as commencé à en parler un petit peu, mais moi je me demandais déjà en fait comment ça s'est passé au tout début en fait. À quel moment tu t'es dit bon bah je prends ma caméra et là j'y vais avec la caméra, avec le caméscope. Moi, j'y suis allé directement avec une caméra. C'était l'acte 2. Bon, après, c'est aussi que j'ai le réflexe d'emporter avec quelque chose avec moi. Mais je suis monté, donc je me rappelle, je savais qu'il y avait un point de convergence aux Champs-Élysées. J'ai pris mon petit appareil photo qui est le même que celui que j'ai fait avec lequel j'ai fait le reste du film.
Et là, j'ai vu qu'il y avait des gilets jaunes, je suis monté avec eux. Je voyais que c'était pas évident de discuter parce qu'une manifestation, c'est pas un endroit où vraiment on peut se poser tout ça. Et on est monté. Et là, j'ai vu ce qui se passait sur les champs. Ça a directement été. Enfin, il y a eu des barricades montées sur les champs. Moi, j'avais jamais vu des barricades montées sur les Champs-Élysées, puisque la plupart des manifestations à Paris se passent entre République, Nation. Ça termine comme ça. Déjà d'être sur les champs, c'était particulier. De monter des barricades, moi, mes yeux ont explosé. Et comment dire, j'ai senti un souffle là que j'avais envie de suivre. Et après, j'ai vu, il y a eu beaucoup de polémiques au début. Enfin, ça a continué tout le long des Gilets jaunes, mais dès le début, il y a eu des polémiques sur qui étaient ces gens. Est-ce que c'est des fascistes? Est-ce que qui sont ces gens? Et moi, je pense que j'ai choisi le métier de cinéaste, et plus précisément de documentariste, parce que j'ai envie de comprendre. Et en fait, que finalement, c'est une bonne raison, en fait, le fait d'avoir un film à faire ou d'avoir une caméra, pour moi, c'est aussi une bonne raison pour aller à la rencontre et de savoir. Et moi, je sentais bien que c'était pas ça qui se passait, mais pour ça, il fallait que j'aille rencontrer les gens. Et donc, très rapidement, disons que je suis allé 2 fois en manifestation, donc l'acte 2 et l'acte 3 à Paris. Et ensuite, tout de suite, j'ai cherché où il y avait des ronds-points qui étaient occupés pour aller rencontrer des gens sur les ronds-points. Et pour, en fait, comprendre et savoir qui étaient les gilets jaunes, quoi. En sachant qu'au début, de toute façon, c'était extrêmement hétéroclite, les gilets jaunes. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent justement, oui, les gilets jaunes, c'est alors, sans reprendre les mots forcément du ministre de l'Intérieur de l'époque, des factieux, ou je sais plus si c'était Ouais. Macron qui l'avait dit, mais voilà, ce sont des fascistes ou des no-fascistes, des réacs. Qu'est-ce que tu as à leur opposer? Plutôt, j'ai envie de dire, à la bonne pensée de gauche, du Ouais. centre mou, de la social-démocratie macronienne qu'on a vu à l'œuvre depuis. Oui, ben ça, moi, c'est une des choses qui m'a choqué en fait dans les réactions, c'est que je voyais que, bon, à droite, de toute façon, je voyais des gens qui, c'est vrai, sont venus foutre le bordel dans Paris, hein, c'est ça qui a choqué tout le monde. Euh, à droite, on s'attend à avoir des positions de gens qui disent, mais bon, qui sont ces gens qui se révoltent, c'est pas bien l'ordre, etc. Et à gauche, j'avais vu que bah, il y avait une grande méfiance. En gros, les gens qui se révoltaient ne ressemblaient pas en fait à ce qu'ils s'imaginaient comme révolte. C'est-à-dire qu'à gauche, on imagine plutôt des révoltes de syndicats ouvriers, des grandes entreprises, ou des grèves et des choses comme ça. Et là, c'était autre chose. Ça venait d'ailleurs. Ça venait d'un endroit où c'était pas prévu. Et moi, ce que j'ai à répondre, bah, c'est mon film hein, déjà, c'est-à-dire de voir en fait, non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gens qui sont en souffrance, mais enfin, qui expriment d'abord la colère de gens qui sont écrasés par, alors je ne vais pas dire un système dans le sens, mais qui sont écrasés par, pour moi, par une économie libérale qui fait que ça précarise à peu près tout le monde, sauf ceux qui sont, ceux qui réussissent, ceux qui sont en haut, en fait. Et le reste, Ceux qui permettent le ruissellement peut-être. ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est, enfin, évidemment, le ruissellement, on sait qu'il a eu lieu peut-être mais en circuit fermé. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est en gros, pour moi, c'est les oubliés de la mondialisation qu'on nous a vendue. On nous a vendu le progrès et l'avenir. C'est pour ça que le film s'ouvre sur cette musique merde, il y a un trou là. De Nino Ferrer. Nino Ferrer, la maison près de la fontaine, où à la fin, ça se termine sur le progrès. C'était pas grave, c'est le progrès. En fait, c'est la transformation de la société. On nous a vendu la mondialisation, le libéralisme qui allait permettre à tout le monde de s'élever socialement, alors qu'en fait, on voit bien que c'est l'inverse. C'est un écrasement des plus faibles et une mondialisation qui, en fait, qui sert à qui sert à certains et qui désindustrialise le pays et qui crée de la pauvreté en fait. Et en fait, avec une population où en fait on voudrait bien les oublier. En fait, j'ai le sentiment qu'en fait ils font pas partie de la grande économie globale. Et en fait, mais pourtant il y a des êtres humains, il y a des gens qui sont là et qui ont leur parole à faire valoir. Et c'est avant tout ça. Donc c'est une souffrance qui se transforme en colère, mais pour moi en colère ultra légitime.
Moi, c'était une des remarques que j'avais fait, mais que je me faisais en tout cas, c'était que ton introduction avec la chanson de Nino Ferrer, La maison près de la fontaine, et en filmant ces zones commerciales interminables qu'on connaît tous dans toutes les villes de France, je veux dire, les abords des villes ressemblent toutes à ce que tu as filmé dans ton documentaire. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un symbole de la guerre économique qui s'appelle la mondialisation et de laquelle tu viens de parler avec ceux qui sont mis de côté, ceux qui ne sont rien et puis ceux qui ont réussi. Donc voilà, je pense oui, c'est que ça. Ah, mais ouais, pardon. ton introduction elle est très puissante en tout cas sur le documentaire. Moi, ça m'a tout de suite, on est happé par ce long plan séquence comme ça qui dure un certain moment. Et en tout cas, c'est de bon augure pour la suite du documentaire qu'on a regardé avec plaisir. Mais voilà. Mais du coup, je suppose à la fin, tu devais avoir beaucoup plus de vidéos que celles que tu as mis dans le film, en fait, d'avoir filmé beaucoup de très nombreuses scènes. Comment est-ce que tu as fait le choix? C'était quoi, c'était quelle idée qu'est-ce que tu voulais retransmettre? Quel point de vue, en fait? Plutôt le tien, plutôt celui du groupe de Gilets jaunes de Chartres, qu'on voit beaucoup dans le film, de tous les Gilets jaunes du mouvement? Mm. Bah alors oui, en effet, bah, j'ai énormément filmé. Donc sur 6 mois de lutte, je pense que j'avais plus de 250 heures de rush, je pense même encore plus. Donc ça fait beaucoup. Et ensuite, donc ça a été un très long travail de montage. Donc avec ma monteuse Karen Benenous, on a travaillé pendant plus d'un an, vraiment plus d'un an, mais en travaillant tous les jours pendant plus d'un an. Donc c'est pas étalé sur une longue période, c'était vraiment un travail de montage énorme. La première version du film, elle faisait 5h30 et ensuite il a fallu réduire pour arriver à un film qui fait 1h45 et donc en effet se concentrer sur certaines choses. Avec moi, ce qui était important, enfin, et moi je devais garder en tête des éléments importants. Dans les éléments importants, c'était que je voulais absolument qu'on voit tous les efforts. Pour moi, parce que c'est ça que j'ai trouvé le plus beau et le plus difficile en même temps. C'est là où il y a le plus de difficultés. Tous les efforts qui étaient faits pour essayer de structurer ce mouvement au niveau local et au niveau national, euh, et aussi pour élaborer en fait les revendications. Donc tout ce qui est, donc moi je filmais dès qu'il y avait une réunion. Dès qu'il y avait une réunion de stratégie ou des réunions avec d'autres groupes, pour essayer de se coordonner au niveau régional et puis plus tard un niveau plus grand, de filmer ça. Parce que c'est d'abord, pour moi, les Gilets jaunes, c'est d'abord des individus qui étaient dans ce monde libéral, isolés en fait dans leurs problèmes et qui se retrouvent en fait à un moment donné ensemble et qui se disent, en fait, on n'a pas la politique, on peut venir de n'importe quel bord politique et avoir le parcours dont on ne discute pas. Encore une fois, moi j'avais l'impression qu'au début ça parlait pas tellement d'où on venait, ça, mais on a des choses en commun qui sont qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va essayer de mettre des mots dessus et de trouver des solutions. Et en fait, bon, je vous apprends rien en vous disant que euh, ça a été énormément reproché au mouvement des Gilets jaunes de ne pas être structuré, de ne pas avoir de revendications claires. Donc moi, c'était important pour moi de montrer en fait qu'il y avait eu ce travail-là qui était fait, ce travail de mise, de mise sur papier, de mise par écrit, de mise en réflexion, des revendications et de structuration. Et ce que, à ça, par exemple, Béranger là, me disait, mais qu'est-ce que tu as à répondre? Là, j'ai vraiment un truc très clair à répondre, c'est que on peut reprocher aux Gilets jaunes très facilement de ne pas être structuré. Mais c'est pas ça qui est troublant. Ce qui est incroyable, c'est pas ça, c'est qu'ils ont réussi à le faire en partie. C'est pas l'inverse. Il n'y a pas d'autre exemple en fait dans l'histoire récente d'un mouvement national directement. C'est-à-dire que généralement, quand il y a un mouvement, je pense, je sais pas moi, un mouvement de révolte, ça va être local. Et déjà, on voit bien qu'au niveau local, c'est compliqué de se structurer, que ce soit pour les ZAD ou pour mener une grève ou pour un mouvement dans un quartier ou quoi. C'est déjà compliqué de se structurer un mouvement au niveau local. Alors là, on avait carrément un mouvement qui est né directement à une échelle nationale. Comment est-ce qu'on fait à partir de là pour s'en sortir? Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des avancées, il y a eu un travail qui a été fait et il y a eu des choses d'organisées. Donc moi, c'est important de montrer ça.
c'était aussi important pour moi de faire sentir ce qui m'avait marqué, je dirais le souffle révolutionnaire, mais le souffle. L'autre l'aspect, c'est que c'est d'un coup avoir des espoirs en fait qui sont bien plus grands que ceux à quoi on est habitué. D'un coup, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu l'idée, l'espoir de changer la société réellement. Et je ne dis pas que cet espoir-là n'est pas abandonné, mais en tout cas, il était extrêmement puissant et il a porté le mouvement face à énormément de problèmes et de difficultés. Ben, moi, je voulais absolument qu'au long du film, on sente ce souffle-là en même temps que les grandes difficultés, que la répression, etc. Donc, que ça soit porté par ce truc-là. Et je sais qu'il y avait autre chose. Et à l'intérieur de ça, il y avait des lignes directrices qui étaient ce qui s'est passé au niveau de la violence, en fait. Comment est-ce que parce que c'est une part quand même importante de ce qui s'est passé, c'est le niveau de violence euh, de répression qui a existé et qu'il fallait absolument en parler. C'est mon point de vue en fait. C'est vraiment, j'essaie de retranscrire. C'est ça le travail en fait d'un cinéaste pour moi, Ah, mais, pas de retranscrire une réalité objective. C'est vraiment, c'est moi ce que j'ai ressenti et j'ai eu envie de transmettre des choses que j'avais ressenties en fait en participant et en filmant le mouvement. oui, c'est ça, parce on sent que c'est pas juste un point de vue, c'est pas une question journalistique, c'est pas essayer de mettre en débat ça pour la société, mais il y a quelque chose de l'ordre du ressenti, c'est fort, Oui, c'est de l'ordre de l'expérience vécue. oui, tout à fait. Ouais. Oui, Oui. effectivement, concernant les violences policières, c'est assez fort et assez symptomatique lorsqu'il y a une gilet jaune qui témoigne. Je crois que c'est celle qui est aide-soignante, enfin qui travaille dans la santé en tout cas, qui dit quand on est retourné sur les champs, j'étais terrorisée. Et elle dit ensuite, mais je me disais que par rapport à vous tous, donc elle parle aux autres gilets jaunes, j'avais pas le droit de craquer. Donc voilà, elle était terrorisée par rapport à cette violence, mais elle se sentait un devoir d'essayer de pas craquer devant les autres. Et donc on entend vraiment à ce moment-là à quel point c'était dur psychologiquement aussi justement de vivre tout cet acharnement et cette violence à l'encontre des manifestants. Oui, 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 tout à fait. Alors, en effet, c'était par rapport à la manifestation du 16 mai sur les Champs-Élysées, où ça a pété de tous les côtés. Et, Le 16 mars, ouais. oui, pardon, 16 mars, excuse-moi. Mais oui, non, parce que le 1er mai avait été aussi pas mal après, dans le genre. Euh, et donc, oui, qui était très effrayant. Et pour moi, c'était ça, en fait. Moi, je me suis posé la question de comment parler, comment montrer les manifestations, parce que c'est des images qui ont été beaucoup vues, filmées énormément par les chaînes d'infos, mais aussi par les gilets jaunes eux-mêmes. Il y avait des caméras partout, dans tous les sens. Euh, et donc, moi, je m'étais posé la question de, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Et en fait, pour moi, la grande différence, c'est que c'est dans un film, et du coup, j'accompagne en fait des gens. Donc, pour moi, c'était vraiment de faire ressentir, quand on est en manifestation, c'est pas juste des images d'explosions, de tirs, machin, c'est que on vive réellement ce que c'est que la peur, les explosions, mais dans notre corps, parce que et eux, en fait, en les filmant, ils sont nos représentants en fait dans les manifestations. Et donc, les grandes manifestations de masse n'ont pas eu lieu au bout d'un moment, mais parce qu'aussi, en bonne partie, les gens avaient peur d'y aller, ça devenait trop dangereux. Et donc, moi, c'était à la fois, je voulais que dans les manifestations, on sente cette tension-là. Et je pense que quand on voit le film, moi, je sais qu'il y en a qui avaient vu, enfin, comme tout le monde, qui avait vu plein de manifestations et qui ont été surpris, en fait, en voyant le truc. De ressentir, en fait, quelque chose de ah, mais en fait, c'était réellement aussi violent que ça. C'était réellement ça, en fait. Alors qu'ils avaient pu voir des images de blessés, comme on en a tous vu. Mais pourquoi? Parce que dans ma manière de filmer, et je suis avec des gens qui eux-mêmes en fait ressentent la peur ou ressentent aussi en partie l'excitation parce qu'il y avait une partie d'excitation dans la manifestation. Oui, tout à Alors, fait. mais c'est peut-être, pardon Gwen, mais c'est peut-être la différence entre entre rendre compte pour un média d'information qui tourne en boucle d'une manière et rendre compte d'une manière plus ou moins biaisée, parce que
Après, on pourra taper sur les chaînes d'information plus il y a de flammes, plus il y a de violence, plus il y a d'images, comment dire, impressionnantes, mieux c'est pour elles, mieux c'est pour eux, parce que on se dit que on peut enfermer le mouvement dans la catégorie des violences, et la différence avec toi qui a suivi vraiment des gilets jaunes sur le long cours, et du coup tu donnes quand même de la perspective et t'accompagnes les gens, on sait comment ils vivent, on sait comment ils se sont rencontrés sur les ronds-points, on suit le parcours des uns et des autres, on y reviendra un petit peu, mais c'est quand même ton travail de documentariste qui met ça en perspective. Les chaînes d'infos, les médias en continu, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour créer de l'émotion et puis un impact direct, et peut-être quelquefois aussi jouer le jeu du pouvoir, le jeu du pouvoir et de la Macronie. Mais justement, en fait, il crée de l'émotion, mais je pense qu'il crée du spectaculaire surtout, et qui peut créer des émotions. Mais moi, c'était vraiment de remettre à l'échelle humaine une manifestation. C'est pas juste une masse, c'est des êtres humains qui sont là-dedans et qui ont leur liberté d'action et qui ont leur ressenti. Et à l'intérieur de ça, aussi, c'est un peu comme sur le côté non organisé, non structuré des Gilets jaunes qui leur a été beaucoup reproché. Là, comme vous avez vu le film, vous savez que la première fois on les voit monter à Paris, on voit Agnès qui dit c'est une manifestation déclarée, qui essaie de... On voit bien qu'en fait, il y a une organisation. Moi, je voulais absolument montrer que, en fait, à l'intérieur de ces manifestations, qui, vu de loin, vu d'extérieur, paraissait comme s'il n'y avait personne comme si on lâchait un peu la foule dans la ville, en fait, il y avait des gens qui essaient d'organiser, qui essaient de cadrer les choses. Et que ça se passe à un niveau humain, à un niveau individuel, et en effet avec la perspective que tu as donnée, Béranger, c'est-à-dire de voir d'où ils viennent. S'ils arrivent à Paris, c'est pas pour rien. Je voulais absolument que on voit les débats, les difficultés qu'ils ont au niveau local, et quand ils montent à Paris, bah, ils vont sur le front un peu. Hein. Ils vont en ayant l'excitation de montrer qu'ils existent, et une peur aussi que ça parte en cacahuète, comme dit un des personnages du film. Mais alors effectivement, quand tu dis quand ils montent à Paris, c'est un peu comme s'ils vont sur le front. Tout à fait, et ça c'est bien montré lorsqu'il y en a un qui essaye d'organiser ça et qui explique qu'il faut des protections de cheville en cas d'éclat de grenade. Qui dit voilà, s'il y a des flics qui viennent vous charger, mettez-vous dans des renfoncements de murs. Enfin, il y a tout un moment où ils se préparent, ils donnent des conseils, ils font passer aussi des numéros d'avocats, etc. Et ça montre vraiment comment on pouvait se préparer à ce genre de manif. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu exactement la même chose. Je me souviens, on apprenait des numéros d'avocats par cœur avant de partir. À l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des masques, contrairement à maintenant. Et donc, justement, on cachait nos masques pour pouvoir les sortir quand il y aurait trop de gaz. Enfin, tout ça, on le voit dans ce documentaire, et c'est très bien rendu. C'est exactement ce qui s'est passé, effectivement. Mais là, par exemple, cette scène-là, celle à laquelle vous faites référence, en fait, si on y pense, c'est complètement délirant, en fait, de se dire parce qu'on voit bien que c'est des personnes qui sont assez âgées, il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes de santé, de se dire, en fait, ils vont manifester en se préparant à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire, s'il y a des affrontements, il faut se planquer, s'il y a des gaz, il faut que vous ayez planqué votre masque, il faut vous protéger les chevilles, que vous ayez des grosses chaussures pour vous protéger les chevilles en cas de grenade de désencerclement, enfin, c'est une espèce de préparation, c'est complètement fou en fait d'en être là. Je me rappelle, je filmais ce moment-là et je me disais, en même temps j'étais tellement dans le bain, donc au bout d'un moment on s'y habitue en fait. Mais quand j'ai monté, je me suis dit, mais en fait c'est fou, c'est pas normal, c'est pas possible en fait d'avoir des gens qui ont plus de 60-70 ans qui se préparent à aller en manif en se disant, en fait, on risque de se faire, d'être mutilé, on risque d'être tabassé, on risque ça. Mais de manière très organisée, de manière très consciente, en fait. Pas comme si c'était l'horreur, en fait, parce que c'est la... Mais pourquoi, Emmanuel, pardon, pourquoi le pouvoir, pourquoi la Macronie
Et le ministère de l'Intérieur de l'époque est devenu aussi violent avec des gens qui à la base manifestaient. Moi, c'est ce que j'ai vu sur les ronds-points aussi. Je voyais beaucoup de retraités, je voyais des gens tranquilles. Et pourquoi on en est arrivé à de telles extrémités en fait? Pourquoi on mobilise autant de CRS? Pourquoi on les autorise à utiliser des LBD? Et pourquoi on approvisionne les compagnies de CRS en LBD? Qu'est-ce qui fait basculer? Enfin, on est quand même dans une démocratie libérale et sociale en France. Bon, on a tous appris ça à l'école, etc. Comment on bascule dans cet état, dans ce rapport de violence entre une partie de la population et le pouvoir en place? Ce qui s'est passé, c'est que lors des premières manifestations à Paris, il y a eu des affrontements assez directs. Il y a eu une explosion de colère que le gouvernement n'avait pas prévue. Et même que ils n'imaginaient pas que ça puisse aller aussi fort, aussi loin. Et je pense que les forces de l'ordre ont été vraiment débordées au début parce qu'ils étaient face à une explosion de colère qui se manifestait de manière très très virulente. Et quand je dis qu'il y a des barricades montées, enflammées, enfin on voit des images dans le film à un moment de ça, ils n'étaient pas préparés à ça. Ils ont eu vraiment peur en fait. De même, le fait que ça se passe dans les beaux quartiers à Paris, c'était un choc énorme. Que ça puisse toucher en fait des personnes qui d'habitude ne sont pas touchées physiquement sur leur territoire, si vous voyez. Je pense que ça a été ça la grande force des Gilets jaunes, c'était d'aller directement dans des beaux quartiers, alors que d'habitude, des manifestations, ça se passe plutôt dans les quartiers. À Paris, c'est République, Nation, tout ça, mais ce n'est pas les beaux quartiers. Là, il y a eu vraiment une peur, je pense, réelle, puissante, physique, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Face à ça, ils se sont dit, non, on ne veut plus être débordés et on va s'assurer. Et après, je pense qu'il y a eu aussi un engrenage de la violence. Et pas, il y en a qui renvoient uniquement sur le coup de la répression. Je pense que de l'autre côté, et c'est un mouvement qui était très libre, il y en a qui se sont dit aussi, médiatiquement, pour pouvoir exister médiatiquement, il faut qu'il y ait de la casse. À un moment donné, c'est dit dans le film, moi je le comprends très bien. C'est vrai que si le mouvement des Gilets jaunes s'était resté juste au niveau des ronds-points, sans manifestation un peu violente à Paris, ça serait pas, médiatiquement, ça aurait pu disparaître complètement. Et donc il y avait un peu une stratégie aussi qui existait. Donc ça se passait un peu des deux côtés, sauf que là, vraiment, ce que je trouve profondément choquant, c'est l'utilisation d'armes de guerre, enfin d'armes, non, on ne va pas dire de guerre, mais parce que des armes non létales, mais qui peuvent mutiler. Comment est-ce que ça, c'est devenu acceptable par une partie de la population, puisqu'il n'y a pas eu un grand tollé général quand on a prouvé et montré qu'il y avait des gens qui étaient mutilés, qui perdaient leur œil, leurs mains, c'était prouvé tout ça, qu'il n'y a pas eu un énorme tollé et que le gouvernement a accepté, a continué à faire l'utilisation de ces armes-là. Je trouve ça, enfin, là, on a passé un cap qui, pour moi, est complètement inacceptable, évidemment, mais choquant, en fait, de se dire, en fait, ah ouais, en fait, c'est possible, ça peut basculer ça peut arriver aussi loin, aussi vite, en fait, au niveau de la répression. Après, sur les raisons de comment ça s'est passé, moi, je ne peux pas faire vraiment totalement l'explication, mais ce que j'ai vu, c'était un engrenage qui venait aussi d'un choix de manifestation qui n'était pas déclaré. Mais moi, je le comprends très bien, ce choix, je ne le juge pas. Je dis juste que la conséquence, c'est aussi en partie plus de répression. Et la répression amenant encore plus de frustration et de sentiment d'être pas écouté. En fait, au fond, le problème, c'est d'une part que le gouvernement a fait le choix d'aller vraiment vers la violence. Parce qu'il n'y a pas eu de réponse politique, en fait. Il n'y a pas eu de réponse politique. Exactement, c'est à ça que je voulais arriver. L'immense problème, et ça s'est dit aussi dans le film par certains, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'à un moment donné, il y a eu l'histoire du grand débat, mais en fait, quand il y a des gens qui revendiquent des choses, quand il y a des gens qui disent clairement, nous, on ne veut pas ça, on veut ça, parce que c'est faux quand on dit les Gilets jaunes ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Si. Il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de revendications écrites, données, les cahiers de doléances. Il y a eu les cahiers de doléances, oui. Faire un grand débat pour reconnaître les problèmes français, mais évidemment, ça a été vu comme un enfumage, et ça a été un enfumage, on sait très bien que ça n'a rien donné de grand débat, parce que parfois, il y a des spectateurs qui ont vu le film, là, puisque j'ai commencé à le montrer,
Et qu'est-ce qu'il disait par rapport aux réponses du gouvernement? En fait, quasiment, il n'y avait pas de discussion parce qu'en fait, c'était le grand débat. C'était, oui, les 10 milliards au début, mais en fait, on sait bien que les 10 milliards, c'était des choses qui étaient. Enfin, au niveau individuel, ça représentait rien. Enfin, et puis même, ça paraît être une grosse somme comme ça, mais en fait, c'était des. Enfin, bref, je ne vais pas repartir là-dessus. Oui. Et qu'il n'y avait pas de réelle réponse par rapport à quelque chose qui était très profond, et que c'est là où. C'est pour ça qu'il y a de la violence, en fait, au bout d'un moment. Si on n'est pas écouté. C'est marrant que tu parles du grand débat, justement, parce que moi, j'avais une question à te poser. C'était sur ce timing particulier qui est lié à la date de sortie du film. On parle du grand débat, peut-être qu'il y avait une réponse aussi à avoir de l'autre côté depuis le grand débat. Il y en a quelques-unes qui ont été faites. Et là, le film paraît à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et juste avant les élections présidentielles. Est-ce que c'est intéressant aussi de le sortir maintenant pour rappeler que ce qui s'est passé est passé toujours là et que ça va compter pour la suite et qu'ils ne sont pas juste entre eux dans ces élections et qu'on n'a pas oublié? Ah oui, oui, oui. Là, le choix alors, bon, en partie, le choix, il est du fait que les salles ont été fermées pendant une longue période et donc voilà, il y a eu des blocages de films. Je ne sais pas si on avait pu le sortir il y a un an, peut-être qu'on l'aurait sorti il y a un an, mais au final, je trouve ça très bien. Et on a vraiment fait le choix de le sortir donc le 23 février pendant la campagne électorale pour participer, pour que le film participe en fait à ça et rappelle en effet les thématiques qui ont été données. Quelles sont les thématiques de quoi? C'est une crise de la représentativité, qu'il y a un problème de reconnaissance en fait. Et ça ne suffit pas que les élections, que le système d'un vote ou ensuite pendant 5 ans, même si on a été élu avec 18% des voix, en fait, on peut parler pour l'ensemble des Français sans remise en question. Je pense au RIC, hein, par exemple, la thématique du RIC qui est présente tout au long du film, qui est un truc qui a été vachement très décrédibilisé, en fait, très, très vu comme étant un délire, machin, mais en fait qui était quelque chose de pensé, il y a énormément de choses intéressantes à dire par rapport au RIC, mais surtout des thématiques sociales, en fait. Voilà. Moi, ce que le film aujourd'hui, c'est pour dire, mais en fait, on ne peut pas essayer de résoudre des choses si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là. C'est ça qui avait soulevé les Gilets jaunes. Et là, en plus de ça, avec le début de campagne qui commence, on nous reparle avec les thèmes de Zemmour sur l'identité, l'immigration, alors que c'est des problèmes, c'est des questions qui sont sociétales. L'immigration, ça fait peur au niveau culturel. Enfin, c'est des espèces de thématiques d'extrême droite qui reviennent, alors que les mouvements des Gilets jaunes, ils avaient montré que les préoccupations des gens, c'était pas ça. C'était pas l'identité française, c'était mais comment on fait pour vivre et qu'il y a des inégalités qui sont inacceptables dans ce pays. C'est ça qu'il disait. Ça parlait d'inégalité, d'injustice sociale. Ça parlait pas des thématiques zémouriennes, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a une des Gilets jaunes qui témoigne, qui parle de ça, qui dit j'aime pas l'injustice, j'ai horreur de ça. Et si je peux faire quelque chose avec mes petits moyens, ben je vais dedans et je le fais. Et donc ça correspond tout à fait à ce que tu disais. C'est ça qui a fait que les Gilets jaunes se sont mobilisés. C'est pas effectivement l'immigration ou autre chose, c'est les problèmes sociaux. Et d'ailleurs, elle dit ensuite, il y a trop d'injustice, il y a des choses qui vont pas, il y a trop de différences entre ceux qui sont au gouvernement et qui n'ont pas conscience de tout ce que nous, on doit supporter pour vivre. Donc, là, vraiment, on est dans cette thématique-là, justement, mais moi, ça m'amène une question, parce que quand elle a dit ça, je me suis posé la question, est-ce que vraiment ils n'ont pas conscience de tout ce qu'on doit supporter, nous, pour vivre? Est-ce que vraiment ils n'en ont pas conscience ou est-ce qu'ils n'en ont rien à faire? Là, il y a eu des bouquins qui ont été écrits sur la sécession des élites. La politique, c'est important, et c'est important qu'il y ait du débat d'idées, mais sur des bases d'idées idéologiques et de choix de société qu'on veut faire. C'est très important. Les partis politiques ont leur importance. Le problème, c'est d'une part que les représentants politiques, c'est vrai qu'il y a, je ne sais plus, la représentation au niveau sociétal à l'Assemblée nationale, on voit que ça correspond à une plus petite frange de la population, pas du tout les classes populaires, quoi, qui ne sont pas du tout représentées à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un problème. Et d'autre part, les problèmes actuels, pour moi, c'est pas qu'il y a trop de politique, c'est au contraire que le politique, c'est
finalement écrasés devant un discours dominant qui est de dire, en fait, on n'a pas le choix, c'est des orientations, l'orientation néolibérale. De toute façon, si on ne la suit pas, on sera un pays mis à la traîne. Donc, il faut réduire, faut surtout pas plus de droits sociaux, il faut réduire les droits sociaux, il faut donner plus de liberté aux entreprises. Et en plus de ça, non seulement on fait tout ça, mais la partie la plus riche de la population, il faut réduire leurs impôts parce que sinon ils vont partir. Non mais là, c'est là où on est dans un délire quand même de discours qui est devenu à un moment donné insupportable. Il faut quand même une des choses qui était reprise quand même assez rapidement par les Gilets jaunes, c'était le retour de l'ISF qui était symbolique d'un truc où en fait ils n'ont pas conscience, mais en fait ils ont conscience et ils veulent pas. Là-dessus, il va y avoir un très bon documentaire qui va sortir sur eux, sur le couple de sociologues, les Pinson-Charlot. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Il y a un film qui va sortir, réalisé par Basile Carré, qui s'appelle À demain mon amour. Il va sortir en mars. Ce sont des sociologues qui sont intéressés à la haute bourgeoisie, en fait, et qui montrent, en fait, la violence sociale, la violence de classe, et le fait que, eh ben, oui, il y a un moment où... Enfin, moi, je parle de classe sociale, et il y a une classe sociale qui fait le choix de pas du tout être dans la solidarité nationale, quoi. Et c'est ça donc une classe sociale qui a fait le choix peut-être de faire sécession. Oui, exactement, c'est ça, ouais, de faire sécession. Et on le voit. Moi, ce qui me révolte, en fait, c'est que il y a autant de discours, d'orientation donnée sur il y a des aides sociales qui seraient données à trop de gens, des gens qui profitent des aides sociales. Même à l'intérieur des Gilets jaunes, j'entendais ce discours-là. C'était ça qui était très triste, de voir des Gilets jaunes qui pouvaient s'attaquer à plus faible qu'eux. Pour moi, c'est la même chose qui se passe avec les immigrés. C'est-à-dire, plutôt que d'orienter vers l'injustice flagrante, en fait, on va regarder la personne qui est encore plus faible que nous pour se dire, en fait, eux, ils profitent, et nous, on travaille, mais on ne profite pas. En fait, les aides sociales, on sait que les fraudes aux aides sociales, ça représente très peu et qu'il y a au contraire beaucoup plus de gens qui ne profitent pas des aides auxquelles ils auraient droit. Et que ça représente, je ne sais plus quelle somme, mais bon, dans une somme qui paraît grosse comme ça, mais à l'échelle d'un pays, ce n'est pas énorme. Par contre, l'évasion fiscale, là, on aurait le temps, il n'y aurait pas de trou de la sécu, il n'y aurait pas de problème dans les hôpitaux, il y aurait de quoi payer tout. Et c'est ça qui est insupportable, en fait. Et c'est ça qui, à un moment donné, a été pointé par les Gilets jaunes et qui ne doit pas être oublié, à mon avis, là, au moment des élections. Mais alors, est-ce que là, tu fais peut-être appel à de vieux ressorts marxistes enfouis chez certains, mais est-ce que la crise des Gilets jaunes, finalement, c'est quoi? C'est une petite piqûre de rappel sur le fait que la guerre des classes existe. Les classes bourgeoises le savent très bien, contrairement aux autres, Ouais. et ils sont en train de continuer à vouloir dominer, à écraser, à prendre le plus possible, sans donner et sans partager, alors que nous créons leur richesse. C'est une piqûre salutaire. C'est une piqûre salutaire, mais ce qu'il y a juste... Alors oui, en effet, c'est une vision marxiste, mais ce qui a eu de surprenant pour la gauche, c'est que, comment dire, finalement, cette révolte-là, elle n'a pas été portée par ceux qu'on identifiait comme la classe ouvrière, en fait. Parce qu'on nous a dit pendant des années et des années et des années que, en gros, les classes avaient disparu. En fait, il y en a une qui était très consciente d'elle-même et qui restait bien et qui commençait à s'organiser, c'est la classe de la haute bourgeoisie. Pendant que les autres avaient l'impression de ne plus être une classe, d'être une espèce de masse de gens qui travaillent pas, avec plusieurs niveaux sociaux, enfin une espèce de, comme ça, de nuance, de grille de la pauvreté vers les classes moyennes, et que tout ça, c'est un peu pareil. Mais en fait, les Gilets jaunes sont le fruit, c'est comme une classe qui n'a pas conscience d'elle-même, en fait. On me demande, en fait, le film s'appelle Un peuple. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Un peuple? C'est parce que les Gilets jaunes se sont définis tout de suite comme le peuple. Et en face, il y avait l'idée que, non, mais ils ne représentent pas tout le peuple, puisqu'il y a plein de gens qui ne sont pas Gilets jaunes, d'une part, et ils représentent la nation française autant. Enfin, le peuple, on peut le voir comme étant le peuple, l'ensemble des gens, l'ensemble des Français, des citoyens français. Donc, en ce sens-là, en effet, ce n'est pas le peuple français. Mais on peut voir le peuple comme étant, en fait, les classes populaires. Et pour moi, les Gilets jaunes, en se disant Gilets jaunes et en se disant peuple, ils ont redonné une espèce d'identité collective aux classes populaires, qui étaient autrefois, se disait classe ouvrière, qui a été atomisée par
par les évolutions économiques, sociétales, et par un discours dominant qui dit non, 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 ça n'existe plus, mais en fait, qui est là, parce que c'est les précaires, c'est les gens qui produisent, c'est les gens qui produisent des matières, qui produisent des services, et qui sont précarisés, et, euh, et en fait qui appartiennent à une classe sociale. Sauf qu'on n'en parle plus. Alors, l'impression que ça n'existe plus. Alors, on n'en parle plus, ça c'est le rôle des médias, effectivement. Ils ont tout fait pour mettre le silence sur certaines choses et puis monter en épingle autre chose. Je reviens au film, hein, ça me fait penser quand il y a eu les débordements sur les premiers actes là, à Paris. Et je crois que c'est un journaliste ou un homme politique, mais relayé par les médias, qui dit, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Arc de Triomphe, voilà, ce qui fait notre bien commun a été attaqué. Bon. Mais on ne les entend pas pour dire que notre bien commun qui a été attaqué, c'est aussi le code du travail, les retraites, la sécurité sociale, tout ça. Et là, ils ne le disent pas, ce genre de choses. Donc, effectivement, ils font bien le boulot pour invisibiliser ce qui est important pour nous. Oui, oui, et ça moi, je m'inscrirais aussi à... Enfin, il y en a d'autres. Par exemple, Jérôme Rodriguez le rappelle souvent, et bien, mais après, il y a plein d'autres gens qui le disent par rapport à la question de la violence. Entre ce que c'est que d'avoir des magasins cassés, des vitrines brisées, et la violence sociale, la violence de la précarité, la violence de corps qui sont abîmés par le travail. En effet, il y a eu, on oublie que enfin on oublie, non peut-être pas, mais en tout cas certains oublient que 2 ans avant les Gilets jaunes, il y a eu des réformes, de la loi travail, en fait, Ouais. qui permettaient des trucs hallucinants, comme le fait que les entreprises, quand elles licencient, en gros, elles peuvent comptabiliser en fait les indemnités qu'elles devront payer, qu'il y a une limitation des indemnités dans tous les cas. Enfin, c'est une loi travail qui a précarisé énormément les employés. Et en fait, 2 ans après, ben, il y a une crise en fait qui suit ça. Et ça vient pas de nulle part, ça vient de cette violence sociale qui est pas une violence directement physique comme casser une vitrine ou quoi. Et qui bon, c'est choquant, c'est choquant. Bah ouais, mais c'est pas ça le plus choquant en fait. Oui, ça me rappelle les mots de l'écrivain Édouard Louis, qui avait bien répondu aussi Oui, là-dessus, ouais. et dit, mais une vitrine, ça se répare, alors que le dos de mon père, qui a travaillé pendant des années et qui a été victime voilà, un peu de la violence sociale, ben, son dos, il ne se répare pas. C'est tout à fait ça, oui. Oui, tout à fait, ouais. Oui, moi, c'est une des choses qui m'a vraiment frappé en fait. En passant du temps donc sur un rond-point, c'est de voir en fait, bon déjà l'endurance des gens, c'est vraiment être sur un rond-point de nuit, dans le froid, en plus dans la Beauce, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une plaine où quand il vente, ça vente sévère. Du coup, quand il fait froid, c'est vraiment dur. Euh, Et donc, de faire le choix d'aller dans un endroit comme ça, aussi rude, en fait, que peut être un rond-point, d'y passer des nuits, des mois, d'être mobilisé tous les jours pendant une aussi longue période, donc il y a une endurance énorme. Mais pourquoi? Parce que de gens qui sont habitués à cette dureté, en fait. Et ces personnes-là, j'ai été frappé du nombre de personnes qui avaient des problèmes physiques, des handicaps physiques et des problèmes de santé graves, en fait. Que je retrouve moins, en fait, enfin, ça m'a frappé parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'évident, en fait, pour tout le monde d'avoir des problèmes physiques ou des handicaps. Parce que c'était quasiment ne pas en avoir qui était surprenant. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, puis du coup, ça montre à quel point ils sont courageux et déterminés, Ouais. alors que pourtant, on les traitait de rigolos, des gens un peu paresseux, des chômeurs, des glandus, etc. Ouais. Mais quand on voit la résistance, effectivement, toute cette scène, ils sont tous avec les doudounes, les écharpes et tout, on a froid sur le rond-point, et pourtant, on est là et on ne lâche pas. Donc, c'est pas des rigolos. Non, c'est pas des rigolos. On peut faire un petit récapitulatif sur la date de sortie du film. Dans quelle salle? Est-ce qu'éventuellement il y a des endroits en avant-première? Comment ça se passe? Donc le film va sortir en sortie nationale donc le 23 février. Dans combien de salles? Je peux pas te dire là aujourd'hui dans combien de salles, parce que moi c'est que je regarde en même temps le calendrier avec les avant-premières.
Ça sera, en fait, on le saura la semaine avant la sortie, vraiment, de toutes les salles dans les différentes villes où le film est projeté. Mais avant ça, il y a beaucoup déjà d'avant-premières. En fait, je vais faire pas mal d'avant-premières. Ce qui serait bien, c'est que, voilà, que je vous informe du calendrier des avant-premières, et qu'il puisse y avoir un calendrier comme ça pour les gens quand ils voient que le film passe dans leur ville ou dans leur région, quoi. Je sais que je vais faire pas mal de débats, parfois avec, j'espère, avec des gens qui ont participé au film, quoi, enfin des personnages du film. On ne pourra pas les faire, ils ne pourront pas se déplacer partout, évidemment, mais quand ils peuvent, j'aimerais bien qu'ils soient là. Ce film, il est destiné finalement à qui? Principalement aux gilets jaunes ou aussi, est-ce que tu penses qu'il va aussi toucher d'autres personnes, des personnes qui ont soit pu être plus ou moins insensibles au mouvement, voire même hostiles? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose sur leur regard sur le mouvement et toucher plus largement le public? Ah oui, non, moi, le film est vraiment destiné à être vu par tout le monde. Alors, pour les gilets jaunes, je pense que c'est vrai que j'avais un peu le désir de faire un film où les gilets jaunes puissent se dire, tiens, parce que moi j'ai suivi un groupe, mais je me suis quand même rendu compte qu'il était assez représenté. En fait, que en rencontrant ou en allant à l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire, où il y avait des gens de toute la France qui s'étaient réunis, euh, avec des délégués de chaque groupe, et je voyais qu'en fait les expériences de vie, de ce qu'ils avaient vécu, ressemblaient vraiment, étaient très proches de ce que moi j'avais pu observer. Donc en fait, j'ai l'impression que le film il est assez représentatif pour beaucoup de gens qui ont participé au mouvement, de ce qu'ils ont vécu. J'ai pensé le film aussi pour que les jeunes puissent se dire putain, en fait on a vécu ça, c'est vrai. On s'était pas nécessairement rendu compte de tout ce qu'on avait vécu, mais on avait vécu ça. Et, et ça s'adresse aussi très largement à des gens qui étaient hostiles ou qui connaissaient pas trop, ou voilà, qui ont regardé ça avec distance, pouvaient comprendre ce qui s'est passé. Pour moi, le film, il a un caractère historique maintenant. C'est-à-dire, ouais, ça fait 3 ans. Certains pensent que c'est il y a longtemps. Je pense que c'est encore très actuel. Mais il s'est passé en France en 2018-2019 quelque chose qui s'était jamais passé et, et qui restera dans l'histoire de France. Enfin, ouais, qui restera dans l'histoire de France. Il y a des choses qu'on a oubliées, des grands mouvements sociaux qu'on a oubliés, mais celui-là, je pense qu'il a marqué Ouais, parce qu'il marque une rupture, il marque quelque chose d'extrêmement important. Et ouais, le film, il fait, il veut le faire exister, quoi. Voilà. il restera. Et par rapport à ce que tu viens de dire, justement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que, en tout cas, tu as réussi ton objectif qui était que les Gilets jaunes s'y retrouvent. Moi, du début à la fin, les manifs, les préparations aux manifs, les péages, les ronds-points, les débats, les disputes aussi, parce qu'on voit à un moment un problème, des gens qui ne sont pas d'accord. J'ai tout vécu exactement de la même façon ailleurs, et donc c'était vraiment agréable, c'est touchant, et j'ai beaucoup aimé regarder ce film pour tout ça, vraiment. Donc merci déjà pour ça. Et j'espère que aussi les gens qui n'ont pas vécu ce mouvement pourront en retirer quelque chose de positif. Je pense vraiment que des gens qui n'ont pas vécu le mouvement, moi, vraiment, je le fais aussi vraiment beaucoup pour qu'ils voient et pour amener de la complexité, en fait. Pour moi, justement, c'est pas un film militant au sens où j'ai une vérité à donner. Ce que je veux, c'est montrer la complexité humaine aussi de ce que c'est. Et les individus qu'il y a derrière un mouvement ou une image. Et de sentir, voilà, que c'est, on peut avoir des discours simples, mais que la réalité, elle est souvent beaucoup plus complexe est beaucoup plus humaine et beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut dire en donnant, en définissant en quelques phrases quelque chose qui s'est passé ou voilà. Moi, je voulais montrer une complexité. Et en fait, on n'a pas eu trop le temps de l'aborder, mais en quelques mots, comment tu as réussi à financer le film? J'ai entendu dire que voilà, tu étais parti la fleur au fusil sans financement au préalable, mais que ça s'est monté au fur et à mesure. Est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre? Alors, non, enfin, oui, en effet, je suis complètement parti la fleur au fusil, c'est-à-dire je suis parti tout seul avec, donc je filme avec un appareil photo, mais qui peut faire de la vidéo. Donc je suis parti d'abord tout seul, euh, sans savoir s'il y avait un film. Ensuite, j'ai vu que si je voulais que mes images deviennent quelque chose de montable, si je voulais en faire quelque chose, il fallait que j'ai du son. Donc en fait, il y a, il y a Antares Bassis qui est un réalisateur, mais qui est venu prendre le son, en fait.
Et au bout de, disons, c'est fin décembre, donc ça faisait à peu près un mois que je tournais. Bon, là, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être, ça va peut-être devenir un film, même si on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc là, j'ai contacté en fait un producteur avec lequel je travaille déjà, et je lui ai dit, voilà, il y a pas, normalement un documentaire, on écrit un dossier avant, euh, on trouve des financements avant de commencer à tourner. Là, il n'y avait pas de possibilité, donc bon, comment on fait? Et donc c'est lui, le producteur, en fonds propres, qui a permis de payer le salaire de l'ingénieur du son, qui a permis de payer les déplacements, etc., etc. Et donc, il a financé en fonds propres. Au bout de, je crois que c'était au mois d'avril, j'ai écrit un dossier pour avoir des aides et ben, que j'ai pas eu. Euh, Finalement, on a eu une aide du CNC, donc qui est le Centre national de la cinématographie, où je précise parce que il y a eu une critique à un moment donné qui m'a vraiment dérangé sur un site en disant que j'avais été financé par le CNC et du coup par l'État, mais non, c'est pas du tout ça. Ça se passe pas comme ça en fait. C'est des commissions avec des réalisateurs, on présente un projet et c'est des commissions indépendantes de gens que je connais pas qui ne dépendent pas de l'État, c'est pas l'administration qui vient de donner de l'argent, c'est une commission qui a donné une aide qui a permis de financer, mais avec un énorme trou, c'est-à-dire que pour l'instant encore, le film n'est pas du tout remboursé. Euh, c'est un énorme effort qu'a fait le producteur, Frédéric Jouve, qui croyait en film et en l'importance du film, voilà, de permettre de le financer, quoi, parce que voilà, il l'a mis en fonds propres, quoi. Donc ça s'est fait de manière totalement indépendante. Euh, et c'est d'ailleurs quelque chose quand même qui était important en fait dès que j'ai rencontré le groupe de Chartres, c'est qu'ils me demandaient en fait mais d'où tu viens, t'es qui, etc., etc. Donc j'ai expliqué en fait que j'étais pas un journaliste, même si moi je respecte totalement le travail des journalistes, c'est pas ça, c'est que j'étais indépendant, donc je dépendais pas d'une chaîne télé et c'est ça qui m'a permis de commencer à établir une relation de confiance avec eux parce que, en effet, je suis indépendant. C'est moi qui pense mes projets, c'est moi qui suis responsable de mon film du début à la fin. Il n'y a personne qui me dit quoi faire, qui peut me conseiller, oui, mais il n'y a personne qui me dit, qui m'oblige à faire quoi que ce soit. Oui, c'est sûr que si tu étais arrivé estampillé, je travaille, je suis journaliste même indépendant chez BFM ou CNews, tu serais pas passé comme ça au sein Non, du groupe Gilets jaunes que tu as, que tu as abordé, ouais, ça j'imagine. ne serait pas bien passé. Ouais. Ouais, Bah écoute Emmanuel, on te remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps pour nous parler du film. avec Donc plaisir. c'est Merci vraiment pour un le film. plaisir de t'accueillir. Je pense que voilà, ça sera partagé par tous les auditeurs et tous ceux qui verront notre entretien. On rappelle donc que ton film sort le 23 février, c'est ça? Oui, Et que il fasse le plus d'entrées possible, qu'il ait le plus de succès, voilà, dans l'absolu, voilà, que le maximum de gens y accèdent. bah, ouais, ouais, de vraiment passer l'information. Oui, ça, on va le Euh, faire. ouais. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous. Merci Emmanuel.